on a un professionnel dans le domaine de la santé mentale qui va se joindre à nous. Il s'appelle Monsieur Sylvestre René Assar-Gueffard. Monsieur Sylvestre René Assar-Gueffard, c'est un psychologue. Il travaille chez Force Médique actuellement où je vous parle. Il est titulaire d'un DEA en psychologie qu'il a obtenu à l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il est également titulaire d'un DESS en santé mentale qu'il a obtenu à l'Université de Québec à Montréal. Donc, son orientation dans le métier de la psychologie, c'est beaucoup plus une approche dynamique et analytique. Donc, comme passion également, c'est quelqu'un qui aime de la philosophie, qui aime la philosophie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il estime que c'est une discipline qui permet de mener à réflexion, une réflexion critique sur les problèmes de la société moderne. Et c'est quelqu'un aussi qui a un penchant pour la religion et la métaphysique. Donc, il est parmi nous. Et comme il est déjà là, on ne va pas voler la vedette. Bienvenue à Monsieur Sylvestre Assar. Bienvenue à Monsieur Sylvestre. Merci beaucoup, merci la mamie, merci Flore, merci pour l'invitation. Je dois dire déjà que ça fait un bout de temps que je vous suis, vous les deux, et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. C'est très enrichissant, très divertissant, et je ne peux que vous souhaiter de continuer dans cette lancée et de continuer aussi, ça c'est à titre personnel, dans votre amitié que j'apprécie beaucoup. Vous savez qu'on vit à l'heure des médias sociaux et on a vu des gens se pavaner sur l'Internet, prenez une certaine amitié et puis du jour au lendemain, plus rien. Et puis c'est par les réseaux sociaux aussi qu'on apprend que des gens sont en train de se déchirer et de se livrer une guerre sans merci. Ça fait déjà quelques temps que je vous suis et je peux dire que c'est quand même réconfortant dans un monde marqué par l'hypocrisie, la roubladise, la méchanceté, et que quand je vous regarde faire, je pense qu'il y a encore des gens sincères et vrais dans notre société. Et je vous encourage, s'il vous plaît, ne nous donnez pas raison de croire qu'on s'est trompé, et je n'aimerais pas demain vous voir en train de vous déchirer, et je vous apprécie comme ça. Merci, mon grand. Merci. Donc, bienvenue à Tonton Sylvestre. Comme on parlait de la santé mentale des immigrants. Mais avant de parler même des immigrants, on voudrait que tu nous dises un peu, c'est quoi la santé mentale? Quand on parle de santé mentale, il s'agit de quoi exactement? Je veux tenter de définir d'abord la santé mentale par la santé elle-même. La santé d'abord, c'est quoi? L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, tente de définir la santé comme un état de bien-être total et qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladie. C'est un ensemble de facteurs caractérisés par un bien-être physique, psychologique et mental et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie. Or, la santé mentale peut aussi se définir par la santé globalement. Ça veut dire quoi? Si socialement on est bien, si physiquement on est bien, si psychologiquement on est bien, alors on peut dire qu'on a une bonne santé mentale. Donc, dire que notre santé mentale est affectée, c'est tout facteur psychologique, social, physique qui affecte notre bien-être. Par exemple, vous connaissez le paludisme, qui est une maladie qui fait beaucoup de ravages dans nos sociétés. Il suffit simplement qu'une bonne crise de palu vous terrasse et que vous êtes couché dans votre lit, pas capable d'aller travailler, pas capable de prendre une bonne bière avec vos amis. En ce moment-là aussi, bien que c'est votre santé physique qui est terrassée par la crise de paludisme, on peut aussi dire que votre santé mentale est affectée parce que juste le fait d'avoir cette crise de palu qui vous empêche de vous épanouir psychologiquement, socialement, physiquement, alors on peut en ce moment-là dire que votre santé mentale est affectée. Donc, ça me permet d'ouvrir un peu le débat, d'ouvrir un peu les horizons, parce que dans nos sociétés africaines, généralement, quand on entend le mot de santé mentale, ça nous fait peur. On croit généralement que c'est le fou, comme on dit souvent, oui, la folie.
Oui. Pour dire en termes techniques, la schizophrénie. Ça veut dire, si vous allez dans les grandes villes africaines, ceux gens que vous voyez se balader nus, qui mangent dans la poubelle, qui dorment à la belle étoile, c'est généralement ce problématique-là qui, dans nos sociétés, sont qualifiés de problèmes de santé mentale. Or, la santé mentale ne peut pas simplement se résumer aux troubles mentaux graves. Quand vous êtes stressé, si vous avez des problèmes dans votre cours, si vous avez un palu qui vous terrasse, si vous êtes harcelé au travail, si vous avez des problèmes quelconques, si vous avez un patron qui vous stresse, en ce moment-là, votre santé mentale est tout aussi affectée. Donc voilà, globalement, j'ai été un peu long, mais je pense que voilà un peu comment on peut définir la santé mentale. Donc, merci, M. Sylvestre. Je crois que vous avez un peu élucidé en gros c'est quoi la santé mentale. Donc, si j'entends bien, il y a des états pathologiques qui peuvent toucher la santé psychologique. Parce que vous dites, par exemple, quand vous dites que quelqu'un est malade, il ne peut pas se rendre à son travail. Le fait qu'il ne se rend pas à son travail, psychologiquement, il est malade parce qu'il ne peut pas payer son loyer, il ne peut pas payer sa facture. Du coup, sa santé mentale est touchée. Donc, ça veut dire qu'en fait, si j'entends bien, chacun de nous n'est jamais passé à côté. Parce qu'à un moment donné de la vie de chacun de nous, on s'est retrouvé dans une situation où notre santé mentale a été touchée. Merci vraiment pour les explications. Je vais passer à la seconde question qui est celle de savoir quels sont les signes qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale peut manifester autour de nous. Qu'est-ce qui peut prouver qu'on sache, qu'est-ce qui peut nous pousser à dire que peut-être tel ami ou tel problème, à détecter, oui, que quelqu'un a des problèmes de santé mentale? Effectivement, c'est une question extrêmement importante, comme je le disais tantôt, parce que pour nous autres, immigrants africains, on a toujours catégorisé la santé mentale comme faisant partie d'une certaine catégorie qu'on appelle dans notre jargon les troubles mentaux graves. Or, comme je le disais tantôt, la santé mentale ne peut pas se résumer, se spécifier, se réduire aux troubles mentaux graves. Donc, pour revenir à votre question, comment reconnaître qu'une personne a une santé mentale affectée ou bien qu'on se donne un problème de santé mentale? Si vous êtes stressé, si vous vous repliez sur vous, par exemple, si vous n'arrivez plus à sortir, excusez, je ne pourrais pas peut-être faire un cours complet de psychopathologie, ce n'est pas le cadre pour le faire, mais je veux peut-être catégoriser un peu en différentes catégories. Il y a ce qu'on appelle les troubles mentaux graves, il y a ce qu'on appelle par exemple les troubles de l'humeur. Quelqu'un qui fait une dépression, qui se replie sur soi, qui a une perte d'appétit, qui ne mange plus, qui ne prend plus soin de sa santé et de son hygiène corporelle, qui néglige sa maison. Voilà les signes que quelqu'un a des problèmes de santé mentale. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui vous êtes au volant en train de conduire, mais tellement vous êtes préoccupé par un problème que même au volant de votre voiture, vous êtes là de corps, mais vous n'êtes plus présent. Là, on parle par exemple de troubles anxieux. Votre santé mentale peut être affectée parce que ça peut, en raison de cet état de fait, vous pouvez être même faire un accident. Vous avez souvent entendu l'expression, on dit que vous êtes présent de corps, mais absent d'esprit. C'est parce qu'on a des ruminations anxieuses, on se met à penser, on est là de corps, mais on est loin. Là, votre santé mentale est affectée. Il y a d'autres problèmes un peu plus difficiles à diagnostiquer dans ce qu'on appelle, par exemple, les troubles de la personnalité. Des gens qui sont caractériels. Vous avez déjà eu, que ce soit dans votre famille, au travail, parmi vos enfants, des gens avec qui vous n'êtes pas capable de vous entendre. À la moindre chose, ils vont piquer une crise de colère. Ils vont avoir, en termes populaires, on va dire qu'ils sont caractériels. Là, par exemple, c'est des indices qu'il y a quelque chose au niveau de leur trait de personnalité qui peuvent nous amener à soupçonner un problème de santé mentale. Ce registre-là qu'on appelle généralement des troubles de la personnalité, qui fait partie d'un ensemble de grands troubles très fréquents, mais très peu connus du grand public.
Donc, globalement, et par exemple, les troubles mentaux graves aussi, que j'ai déjà parlé tantôt, ça, c'est le plus évident à observer parce que généralement, lorsque quelqu'un souffre d'un trouble de santé mentale grave, comme la schizophrénie que je parlais, l'observation est évidente. Il y a ce que la personne est déconnectée, va tenir un langage décousu, va être déconnectée de la réalité. En ce moment-là, les effets sont encore plus pernicieux et plus visibles. Donc voilà, globalement, dépendamment de la problématique qu'un individu va présenter, voilà un peu quels sont les éléments qui peuvent nous faire savoir que quelqu'un souffre d'un problème de santé mentale. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tonton Sylvestre, ça vous entendre dire, dans les troubles de santé mentale graves, qu'on appelle la schizophrénie, c'est ça qu'on retrouve chez nous en Afrique, c'est ça? En gros, dans les fous qui marchent tout nus, là, c'est la schizophrénie, c'est ça? Exactement, c'est la schizophrénie. Et dans notre société, bien que d'autres problèmes de santé mentale existent, généralement, dans la société africaine, quand on parle de santé mentale, on ne voit qu'une seule catégorie, la schizophrénie. Alors qu'il y a des troubles anxieux, il y a des troubles dépressifs, il y a des troubles de l'humeur, il y a des troubles de la personnalité qui sont là, mais qui se noient dans un ensemble de faits sociaux qu'on vit tous les jours et qu'on n'est pas capable de reconnaître. Mais les seuls troubles que la plupart des gens reconnaissent, c'est les troubles mentaux graves. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqué à savoir dans nos sociétés que lorsqu'une personne est caractérielle, vous êtes difficile, vous n'arrivez pas à vous entendre avec des gens. Lorsqu'une personne a des problèmes au travail, lorsque vous êtes miné par le chômage chronique et que vous êtes perdu, vous êtes déprimé, on n'a pas été habitué à reconnaître ce fait comme des problèmes de santé mentale. Tout au contraire, les seuls problèmes de santé mentale qui sont connus chez nous, c'est les troubles mentaux graves pour lesquels ni l'État, ni la société, ni nos universités conformes ne font pas grand-chose pour essayer de sortir ce genre-là de leurs problèmes. Et c'est encore très fréquent. C'est d'ailleurs l'un des grands signes quand vous arrivez dans les grandes villes africaines, avant de savoir que vous êtes dans un environnement urbain, vous allez voir ces gens qui mangent dans les poubelles, qui dorment à la belle étoile et qui sont totalement délaissés à eux-mêmes. À vous entendre, tout de suite me vient l'idée de penser, et je vais vous poser la question. Est-ce que les autres troubles mentaux, hein, oui, peuvent entraîner la schizophrénie? Parce que je me dis chez nous, peut-être ça a commencé, tu vois, on n'a pas pu identifier, et que plus tard, avec le temps, c'est devenu peut-être chronique au point où ça donne la schizophrénie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce soit probable que quelqu'un ait commencé avec des petits trous? Parce que tu as dit quelque chose de pertinent. Peut-être il commence à se négliger. On voit quelqu'un qui était propre, il ne devient plus propre, il ne parle à personne, mais ça ne dit rien à personne jusqu'au jour où il se déshabille. Est-ce que, en prenant en compte ces petits comportements qui sont noyés, on pourrait, entre autres, peut-être réduire le taux de schizophrénie qu'on voit chez nous? Parce que je me dis quand même, tel que ça fonctionne, la personne ne se lève pas un jour et atteint cet état grave. Est-ce que c'est possible donc qu'à force qu'on puisse être capable d'identifier ces petits troubles-là et qu'on puisse apporter une solution au point d'éviter l'étape des troubles comportements très graves qu'on trouve chez nous en Afrique? Très bonne question et ça renvoie à ce qu'on appelle l'étiologie, la genèse des problèmes de santé mentale. C'est vrai, tout problème de santé mentale minime qu'on néglige peut, de façon irréversible, tendre vers un problème de santé mentale grave. C'est dans ce genre, on parle souvent de dépression psychotique. Par exemple, quelqu'un qui fait une dépression, qui n'est pas soigné, qui vit des stresseurs au quotidien. Vous êtes déjà en dépression. Par exemple, vous avez perdu un emploi. Dans votre perte d'emploi, votre femme vous quitte. Et vous savez, généralement, chez nous en Afrique, lorsque vous faites une dépression, on vous catégorise de faible. Vous perdez votre emploi. Votre femme vous quitte. Vous perdez votre maison. Et dans tout ça, au lieu de dire « ce monsieur a besoin d'aide », ne serait-ce que rétablir un certain équilibre, parce que les mécanismes de la dépression commencent à fonctionner dans le cerveau, c'est très bien connu.
c'est un débalancement de certains neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine. Tout est très bien connu. Et on ne peut peut-être pas résoudre les stresseurs. On ne peut pas les annuler, mais au moins, on essaye de rééquilibrer les neurotransmetteurs qui sont débalancés à cause des stresseurs. Mais au lieu de le faire, on ne le fait pas. Et puis, du jour au lendemain, la dépression qu'on pouvait contrôler avec quelques antidépresseurs ou avec une simple psychothérapie va de mal en pire et devient ce qu'on appelle une dépression psychotique, pouvant entraîner la schizophrénie dont on parlait. Bon, ça, c'est certains cas. Dans d'autres cas, par exemple, dans certaines situations, c'est très bien connu que, par exemple, on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle la marijuana, par exemple, si vous en fumez, ou bien qu'il y a un faible taux de personnes consommateurs de cette drogue qui peuvent développer de la schizophrénie. Donc, pour ne pas dire, pour répondre, pour ne pas me perdre, je n'ai pas perdu le fil, ne pensez pas que j'ai perdu le fil. Non, 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 non. Pour revenir à votre question, ouais, pour revenir à votre question, oui, certains problèmes de santé mentale minimes, légers, qu'on néglige, peuvent entraîner des problèmes de santé mentale graves et entraîner des conséquences parfois irréversibles. OK. Ouais. Ça, c'est compris. Et je pense que ceux qui nous écoutent du côté peut-être de l'Afrique, ils peuvent comprendre. Parce que ce qui est sûr, on a eu des cas des jeunes qui étaient fous dans mon quartier, mais c'est des enfants qui ont commencé, ils avaient déjà des comportements pas normaux. Ils refusaient déjà d'aller à l'école, il va rester dans sa chambre toute la journée, mais les parents ne prenaient pas attention. Les parents ne prenaient pas ça en considération. Et avec le temps, comme tu l'as dit, d'autres pressions viennent s'ajouter au point où un matin, l'enfant se lève et puis il pète carrément un câble. Donc, vous, chers parents qui nous écoutez du côté de l'Afrique, vraiment prenez ces petites dépressions-là en considération. Parce qu'en les prenant en considération, comme le psychologue l'a dit, vous permettez au moins d'équilibrer l'état de ces personnes qui vivent déjà des dépressions, que de les enfoncer davantage. Maintenant, Monsieur Sylvestre, aujourd'hui, on parlait de la santé mentale des immigrants. Est-ce qu'il y a un type de maladie mentale qui touche beaucoup plus les immigrants? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'est un sujet qui maintenant, depuis que j'ai accédé à l'ordre des psychologues, comme psychologue à temps plein, j'ai fait de ce problème mon combat de prédilection. Pourquoi? Parce que nous immigrons dans ce pays avec beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, mais aussi on transporte avec nous notre culture. Ouais. On transporte avec nous notre culture. On arrive ici convaincu que, à part les troubles mentaux graves dont je parlais tantôt, on ne vit pas d'autres problèmes de santé mentale. Vous allez voir des gens qui arrivent ici avec l'immigration, des gens qu'on a sélectionnés sur la base de leur expérience professionnelle, sur la base de leur diplôme, sur la base d'un certain critère très, très, très strict. Et les gens arrivent avec l'intention, avec comment on dit ça, avec des préoccupations, avec des projets bien précis, en ayant le sentiment qu'au bout de 2, 3, 4 mois, il va décrocher un emploi de rêve tel qu'on l'a promis quand il faisait ses démarches d'immigration. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent sur le terrain. D'abord, on ne reconnaît peut-être pas tous vos diplômes. De deux, lorsque vous tentez d'appeler pour un ingénieur, quelqu'un qui est diplômé, qui a eu un diplôme d'ingénieur, même en Europe ou en Afrique, on vous dit, bon voilà, vous n'avez pas d'expérience, bon voilà, il va falloir, on ne peut pas vous reconnaître, on ne peut pas vous permettre d'accéder à l'ordre, vous devez retourner à l'université, faire peut-être 1 an, faire un stage avant qu'on ne vous donne, avant qu'on ne vous inscrive au tableau des membres de l'ordre. Et vous voilà, l'immigrant qui débarque ici, avec femme et enfants, du lendemain, il se retrouve désillusionné. Et c'est là où commencent ces problèmes de santé mentale. Vous avez une famille à nourrir. Vous avez un toit
vous devez donner un toit à vos enfants, vous devez assurer l'éducation de vos enfants, payer la scolarité, les assurer un certain minimum vital. Et vous êtes arrivé avec des projets plein la tête et vous vous rendez compte du lendemain, vous ne pouvez pas travailler comme ingénieur. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes se retrouver dans les entrepôts. Certains vont se reconvertir en chauffeur de taxi. Maintenant, on parle de plus en plus de taxi Uber, des histoires. Vous allez voir, la plupart des gens qui font ce métier, c'est des gens très qualifiés et qui n'étaient pas prédestinés pour cet emploi. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le stress au quotidien, la peur du lendemain, le sentiment d'échec, le repli sur soi, la menace de la dislocation familiale et tout ce facteur-là, c'est ça que j'appelle la santé mentale des immigrants qui est très, très, très affectée. Malheureusement, les gens se replient sur soi, n'en parlent à personne, les familles se disloquent, on a vu des séparations, on a vu des gens qui changent carrément de province parce qu'on se dit que le Québec, c'est difficile, on n'intègre pas beaucoup. Donc, c'est dans ce cadre-là que je crois que la santé mentale des immigrants est très, très tributaire, est étroitement liée au projet d'immigration. Ouais. Donc, pour revenir à votre question, personnellement, je pense que nous avons des gros problèmes de santé mentale, mais en raison des concepts culturels qui nous laissent croire que la santé mentale se résume aux troubles mentaux graves, on vit des gros problèmes de santé mentale, mais on n'ose pas en parler et on meurt à petit feu. Et c'est pour ça que je crois qu'il est temps qu'on commence à briser les tabous et que et j'aimerais voir des gens de plus en plus s'ouvrir pour aller consulter, pourquoi pas, et parler de leurs problèmes de santé mentale. Donc, merci vraiment pour la réponse à cette question, justement, parce que, veut pas, quand on est immigrant, à côté de même seulement le choc du climat, même seulement le choc climatique, franchement, à plus forte raison, comme vous dites, à 80% des cas, on vient de nos pays d'origine avec un bagage bien établi, les plans tracés dans la tête, boum, ça se bouleverse. Vous, maintenant, en tant que psychologue, et honnêtement, c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent et ça va de façon croissante dans la communauté immigrante que nous sommes. Quels sont les conseils donc que vous donnez à tout jeune immigrant, à tout immigrant qui arrive et qui est confronté à ce genre de situation? Merci pour la question. Et comme je le disais tantôt, depuis 2012 où j'ai accédé comme membre de l'ordre, j'ai fait de ce problème mon cheval de bataille. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà de dédramatiser les problèmes de santé mentale, d'enlever les tabous liés au fait que si on parle de problèmes de santé mentale, qu'on voit évidemment qu'on est fou. Il faut déjà arriver à rentrer ça, que ça rentre dans nos schèmes de pensée, qu'on peut aller consulter un professionnel de santé, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, ça peut être un psychiatre, juste pour discuter avec lui de nos défis au quotidien et avoir ne serait-ce que quelqu'un déjà qui nous écoute par rapport à nos défis d'intégration. Ça, c'est le premier cheval de bataille. Vous savez, je dis souvent aux gens que je gagne ma vie en parlant. Pourquoi? Parce que le travail du psychologue, c'est d'écouter d'abord les gens. Ouais. Or, d'écouter les gens, d'écouter leurs problèmes, de leur donner l'occasion de verbaliser leurs problèmes. Contrairement au médecin, au psychiatre qui va prescrire des pilules, on va vous écouter, on va vous donner l'occasion d'exprimer qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens, quand ils sortent du bureau, par exemple, du psychologue, ils ont le sentiment qu'ils ont enlevé l'image que nous on prend souvent, c'est que des gens portent un sac à dos avec des roches dedans. Et quand vous arrivez, au bureau du psychologue, à force de parler, c'est comme si on enlevait des roches dans votre sac à dos
Et séance après séance, votre sac à dos qui était pesant devient vide parce que vous vous êtes vidé. Je donne comme ça une image un peu schématique et caricaturale, mais c'est un peu comme ça que les psychologues travaillent. Déjà, il faut que nous autres immigrants, on apprenne à valoriser ces ressources-là et à comprendre qu'il ne faut pas être fou pour aller voir un psychologue ou pour aller voir un professionnel de santé mentale ou pour aller voir un professionnel de santé, simplement, même si c'est un médecin, parce que dans ce pays, c'est ça la beauté de la chose, même les médecins généralistes, les omnipraticiens, les médecins de famille, sont formés pour gérer les problèmes de santé mentale. Donc, ne serait-ce que de parler avec un médecin, votre médecin de famille, de parler en travail social, de parler à un psychologue, d'aller à votre CLSC, demander de l'aide, de consulter la clinique du quartier pour essayer de verbaliser, de dire ce que vous ressentez. Ça va déjà, ça ne va pas apporter une solution au problème, mais ça va éviter que votre situation ne se chronicise et que on se retrouve avec ce qu'on voit souvent, des gens qui ont le sentiment que leur projet d'immigration a échoué, des gens qui se retrouvent avec des familles disloquées, juste à raison qu'ils ont immigré ici avec plein de projets et qui se retrouvent le lendemain confrontés aux difficultés, ils ne savent pas quoi faire, ils se replient sur soi jusqu'au jour où la situation éclate. Donc voilà un peu la première approche qui consiste déjà à dédramatiser la santé mentale et à apprendre à l'immigrant qu'il doit être en mesure de s'ouvrir pour parler à quelqu'un. Donc ça, c'est la première approche qui, vraiment, à mon avis, est simple, pratique et accessible, puisque la société dans laquelle nous vivons a des structures. Même si ce n'est pas évident dans un CLSC de rencontrer un psychologue, ça peut prendre du temps, mais il y a des professionnels comme des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs qui sont plus accessibles et qui peuvent... Excusez-moi, j'ai échappé mon téléphone. Non, c'est pas grave. Ouais. Qui peuvent en première ligne déjà donner une première réponse à ce problème que nous vivons et qu'on a l'habitude le plus souvent à se renfermer sur soi. Donc, c'est un peu cela. Donc, merci, Monsieur Assa, pour cette réponse, parce que je pense que tous les auditeurs, tous les immigrants qui suivent cette émission écoutent. Il a dit l'approche, la première approche, c'est de démystifier. Et ça, c'est un mot qui a sa place. Comme je dis toujours ici chez nous, quand tu parles de psychologue, on voit la folie. Arrêtez ça. On a besoin de rencontrer un psychologue pour s'ouvrir et vous a expliqué. Il n'y a aucun immigrant qui est passé à côté des problèmes qu'il a cités tantôt. Le travail, le climat, l'environnement social, nous avons été plus ou moins été confrontés à ce genre de situation. Ça ne sert à rien de se coincer. Donc, ça ne sert à rien de se coincer dans son coin, de rester fermé sur soi-même. Ouvrez-vous, demandez à votre travailleur social de vous référer pour que vous allez consulter. Merci beaucoup, M. Sylvestre, pour cette réponse. Et je pense que nos auditeurs nous écoutent. Maintenant, nous sommes comme ça avec les réseaux sociaux. C'est via les réseaux sociaux qu'on passe cette émission. Et on se rend compte que sur les réseaux sociaux, justement, on voit beaucoup de nos frères et sœurs qui ont parfois des écarts de comportement où tu te poses la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas de problème de santé mentale. Ça, c'est moi. Je veux dire, quelle est votre approche par rapport à ça? Vous, c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup sur les réseaux, mais vous voyez un peu ce que souvent nos consoeurs et nos confrères font sur les réseaux, des chicanes, des insultes à moitié de tu vas voir quelqu'un changer de comportement une fois. J'entends souvent dans les réseaux sociaux les bipolarités, c'est un bipolaire. Je ne sais pas si ça fait toujours partie de ces maladies-là. Donc, dites-nous un peu la santé mentale et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question. On vit à l'heure des réseaux sociaux et j'avais déjà fait une capsule vidéo environ de moins de 10 minutes où je parlais de Facebook et
les traits de personnalité ou du moins l'impact que les réseaux sociaux ont aujourd'hui sur la santé mentale. C'est vrai que Facebook, les réseaux sociaux en général, et Facebook en particulier, a démocratisé l'accès aux informations, à l'information. Il y a de cela, si je remonte 10, 15 ans en arrière, pour voir votre image dans un média dit classique, il fallait passer dans une chaîne de télévision. Ouais, ça c'est vrai. On vous donne de l'audience et qu'on vous filme et qu'on vous tende un micro. Pour voir votre page, votre visage, votre photo sur un site internet, il fallait que vous soyez vraiment un leader et que une presse, par exemple, décide de vous consacrer un article sur vous et que vous puissiez avoir cette audience-là. Mais aujourd'hui, toute tablette, tout téléphone intelligent muni d'une connexion Internet est transformé en une chaîne multimédia où vous pouvez vous adresser à une audience que hier on n'avait pas. Ceci entraîne aujourd'hui une dérive totale qu'on peut qualifier de pathologique, de mal du siècle. Et nous, les psychologues, on n'a pas l'habitude de poser des diagnostics en regardant Internet ou bien en regardant, c'est contre notre éthique, contre notre code de déontologie. On ne peut pas, sur la base d'une vidéo qu'on a regardée, dire comme ça que telle personne est bipolaire ou telle autre ne l'est pas. Qu'à cela ne tienne, il a été démontré par plusieurs chercheurs que Facebook favorise le narcissisme, l'égocentrisme et une certaine, comment dire ça, quelqu'un par exemple qui a des traits de personnalité, qui a la mèche courte par exemple, qui est caractériel, qui ne sait pas se contrôler, qui n'a pas la maîtrise de soi, est plus facile à être observé à travers un réseau social comme Facebook. Et en ce moment-là, on peut avoir une certaine hypothèse, mais en tant que professionnel, je ne peux pas émettre un diagnostic en regardant cela. Et au risque de me répéter, je crois que Facebook aujourd'hui favorise une certaine dérive totale et est plus apte à faire exposer aux yeux du monde certaines problématiques de santé mentale qui, hier, ce personne-là n'avait même pas l'occasion de se pointer devant un plateau de télévision. Donc, autrement dit, oui, on ne nie pas, ça a été démontré. Oui, on peut voir aujourd'hui quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, 15 minutes après, il dit le contraire, pour se dédier dans 5 minutes après. Donc, c'est un peu des indices qui peuvent nous permettre, en tant que professionnels, de soupçonner certaines problématiques de santé mentale, même si d'un point de vue éthique et déontologique, je ne peux pas, sur la base de ces éléments, poser un quelconque diagnostic. Donc, ce que vous dites est quand même assez pertinent et on le regarde tous aujourd'hui, on le voit tout, il y a une dérive et c'est pour cela que des gens qui font du bon travail, un peu comme vous le faites, ça finit toujours par se savoir et qu'on l'observe et que ceux qui rentrent dans cette logique de poubelle ou bien de dérive totale, on finit aussi par le savoir et chacun de nous a sa propre idée et les internautes en jugeront. Merci beaucoup pour cette vraiment réponse assez, vraiment réponse de professionnel. Mais à côté de ça, tout à l'heure, on a parlé, vous avez dit comment est-ce que les immigrants devaient faire quand ils sont face aux problèmes de santé mentale. Mais si je reposais la question d'une certaine façon, comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux immigrants pour éviter ce problème de santé mentale, que ça n'arrive même pas? Quels sont les conseils que vous prodiguerez aux immigrants? Mes conseils se situeront à deux niveaux.
Premièrement, au niveau institutionnel, au niveau étatique, si je peux le dire, au niveau de la société qui nous accueille ici, nous croyons que la première chose que j'observe depuis que je vis dans ce pays et depuis que je travaille comme professionnel en santé mentale, la première chose que je remarque, c'est que la santé mentale d'un immigrant est corrélée, a un lien étroit avec son intégration professionnelle. Donner du travail à un immigrant pour venir de résoudre son problème de santé mentale. Ça, c'est la clé de la santé mentale. Il y a plein d'institutions dans la région de Montréal, le Grand Montréal, qui sont dédiées à la santé mentale des immigrants. On parle du CLSC Côte-des-Neiges, on parle de la clinique transculturelle de l'hôpital Jean Talon, on parle de l'hôpital général juif. Il y a plein de structures comme cela qui sont dédiées à la santé mentale des immigrants. Mais combien d'immigrants vont consulter ces institutions? Beaucoup de professionnels passent du temps à attendre qu'il y ait une demande d'un immigrant. Moi, je travaille comme professionnel en santé mentale. Je peux vous dire, au bout d'un an, je peux compter le nombre de personnes issues de communautés culturelles que je reçois. Et même quand ils viennent, c'est parce que soit ils ont eu un accident de circulation, soit un accident de travail, et que dans le cadre de sa réadaptation... C'est déjà un peu poussé. Oui, dans le cadre de sa réadaptation, souvent ils vont faire des soins de physiothérapie, d'ergothérapie, et on ajoute à cela la psychologie. Vous savez que tout accidenté de la route ici a besoin de soins, et la Société de l'assurance automobile du Québec donne des soins de psychothérapie, d'ergothérapie, de physiothérapie à toute personne qui a été victime d'un accident de circulation, par exemple. Donc, c'est dans ce cas-là souvent que je dois voir quelques immigrants qui viennent consulter. Mais toutes ces institutions que je venais de citer tantôt, il y a des structures spécifiques dédiées à la santé mentale des immigrants. Mais combien d'immigrants vont y consulter? Zéro. Zéro. Ou presque. Ou presque. Ben, est-ce qu'il y a un répertoire, est-ce qu'il y a un site où on peut aller voir toutes ces institutions qui s'occupent de la santé? Vous pouvez nous envoyer le lien parce que c'est quelque chose que vous dites, c'est très pertinent. Mais si peut-être on pouvait diffuser aussi quand même ces sites-là, où est-ce qu'ils peuvent aller consulter, hein? Où est-ce que les immigrants peuvent aller peut-être demander les ressources du côté de santé mentale, serait une bonne chose. Bon, évidemment, peut-être après l'émission, je transmettrai un ensemble de liens que vous allez poster sur votre page afin de permettre aux immigrants de les consulter. Donc, je reviendrai dans votre question qu'il y a un lien établi au niveau institutionnel entre travail chez les immigrants, travail et santé mentale. Donner du travail à un immigrant, vous venez de résoudre 80 ou voire 90 ou 100% de ses problèmes de santé mentale. Mais quelqu'un qui arrive ici avec un diplôme d'ingénieur, avec une maîtrise, un doctorat en tel domaine, et qui du jour au lendemain, il applique pour travailler dans telle institution gouvernementale, il veut rentrer alors des ingénieurs agronomes ou bien des ingénieurs, je ne sais pas de quel domaine, en aérodynamique ou bien en quoi, je ne sais, je dis n'importe quoi, et qu'il se rend compte que c'est impossible, là, de façon institutionnelle, on vient d'appuyer sur le bouton pour déclencher ces problèmes de santé mentale. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'au niveau institutionnel, au niveau étatique, les gens qui, les concepteurs des projets d'immigration, les gens qui travaillent pour l'immigration, devraient établir des choses de telle sorte que les acquis des immigrants qui arrivent avec des diplômes, avec de l'expérience professionnelle, soient reconnus de telle sorte qu'ils ne soient pas obligés de retourner aux études ou bien d'entamer des démarches presque interminables pour faire reconnaître ses acquis, alors que quand il faisait ces démarches, on lui avait dit qu'il y a pénurie de main-d'œuvre et qu'il pouvait travailler. Je vois des médecins qui arrivent de la France, mais qui arrivent de l'Afrique et qui arrivent ici, qui ne peuvent pas pratiquer, qui sont obligés d'aller faire du taxi. Alors qu'on parle de pénurie de médecins, il faut attendre presque 2 ans pour avoir un médecin de famille. Pourtant, il y a des médecins qui sont là et qui ont été obligés soit d'aller faire de la recherche
parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme médecin, ou alors d'aller faire autre chose, d'ouvrir un laboratoire, je ne sais pas, pour donner des... J'ai rencontré un médecin comme ça, qui venait du Liban, qui a ouvert un centre de soins et qui faisait de la formation pour des gens, des personnes qui voulaient devenir préposés aux bénéficiaires, qui apprenaient aux gens comment faire la réanimation, et qui donnait des cours de réanimation. Il m'avait fait savoir qu'il était médecin, mais qu'il n'a pas été capable de travailler comme médecin, et était obligé de se reconvertir de la sorte. Donc, pour ne pas perdre le fil, au point de vue institutionnel, garantir l'emploi chez l'immigrant, c'est assurer du même coup sa santé mentale. Mais maintenant, du point de vue des immigrants, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je le disais tantôt, c'est urgent, c'est presque urgent que nous apprenions à dédramatiser, que nous ayons la conviction, la confiance qu'en allant parler à un professionnel de santé mentale de nos problèmes, ça peut nous aider. Et souvent, ces professionnels sont dans le réseau depuis longtemps, ils connaissent les structures, ils connaissent les rouages, parfois même d'obtenir une référence venant de lui, une lettre de recommandation ou bien des problèmes, ou bien, comment dire ça, une référence qui fait de lui quelqu'un qui vient prendre de santé mentale, ça pourrait, par exemple, l'aider à contourner un problème. Que s'il était resté chez lui, les bras croisés, en se disant, la société me rejette, je ne peux rien, on m'a fait venir ici en me laissant croire qu'il y avait de l'emploi, maintenant, je n'ai pas d'emploi, et il se replie sur soi. Donc, la première chose que je conseillerais aux immigrants, c'est d'éviter le repli sur soi et d'être en mesure d'aller consulter un professionnel pour commencer à parler de nos problèmes. Et c'est toute une éducation, parce qu'on n'a pas été formé pour cela. On n'a pas été formé pour cela, parce qu'on croit toujours que lorsqu'on fait une dépression, c'est parce qu'on est faible. Pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que, comme je le disais en préambule, les mécanismes biologiques de la dépression sont bien connus. Et lorsque ces mécanismes-là sont déclenchés, vous avez beau être un roc, vous allez faire une dépression. Donc, pour moi, la solution se trouve au niveau étatique, institutionnel, mais au niveau des immigrants qui doivent apprendre à dédramatiser les problèmes de santé mentale et d'aller consulter un professionnel lorsqu'ils sentent un besoin de consulter ou de parler. Merci. Waouh! Waouh! Vraiment, vous avez dit quelque chose de très pertinent. Et ça suscite du coup mon attention en vous proposant peut-être une dernière question. Vous qui êtes dans le domaine, qui avez justement fait le lien entre donner un emploi à un immigrant et réduire son problème de santé mentale, est-ce que vous avez déjà quand même pu porter ça au niveau institutionnel? Parce que disons-nous que si on a des problèmes comme ça, et que nous autres, les immigrants, on a la chance de vous avoir, c'est sûr qu'il y a d'autres compatriotes aussi, si on ne porte pas ça, parce que c'est nous qui vivons ce problème, ce n'est pas l'État. Donc, comment est-ce que, à votre niveau, vous avez pensé, est-ce qu'un dossier comme ça a déjà été peut-être envoyé au niveau du ministère de l'immigration? Parce que ce que vous dites, c'est très récurrent, c'est vrai. Surtout du côté des médecins. À un moment donné, je me suis demandé si ce n'était pas la mafia. Parce que vous prenez un rendez-vous pour un médecin, ça peut partir 2 ans. On m'a donné un scanner du cœur, c'est 2 ans plus tard qu'on m'a appelé. Je suis arrivée à l'hôpital, je n'ai pas fait 15 minutes. Je leur ai dit, donc depuis 2 ans, là, on dit qu'il y avait les gens sur la liste d'attente. J'ai dit, mais pourtant, on me dit qu'il y a des médecins qui arrivent ici, ils ne peuvent pas intégrer l'ordre des médecins. C'est un gros problème. Je suppose peut-être qu'il y a des travaux ou bien qu'il y a des projets qui ont été déjà initiés pour vraiment porter ce problème au niveau des institutions du Canada pour leur faire savoir que vraiment ce problème d'emploi, moi-même, nous tous nous sommes victimes de ça. C'est un gros problème sur la santé mentale des immigrants. Et si c'est quelque chose qui a été fait, quelles sont les contributions des uns et des autres? Parce qu'on continue à immigrer, les immigrants continuent à venir. Et c'est un problème qui continue de sévir. Comme vous le dites si bien, quand vous arrivez ici, le premier CV, tu n'as pas l'expérience. J'ai demandé à un employeur, un juge, où est-ce que je vais aller chercher une expérience si je ne commence pas quelque part? Si vous ne donnez pas la chance de faire une fois, j'irai inventer l'expérience où?
Hein? Même dans le bénévolat, parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, vous, à votre niveau, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quand même des projets ou des études qui ont quand même été déjà portées, hein, au niveau étatique et institutionnel pour faire part de ce problème qui est vraiment, moi je dirais, c'est 80% de le nœud. Hein, parce que vous allez regarder à 80%, si je, à moins que je ne me trompe, c'est ce problème lorsqu'on arrive, on ne trouve pas de travail, ou on doit se réorienter complètement, ou c'est difficile. Je prends l'exemple sur moi, je suis biochimiste de formation, je m'inscris à une maîtrise en nutrition. On me dit, si je n'ai pas le baccalauréat d'ici, je ne peux pas intégrer l'ordre des diététistes. Alors que je faisais déjà un 2A. J'ai dit, mais ça n'a pas d'allure. Donc, il fallait que pour que je sois diététicienne ici, il fallait que j'aille recommencer première, deuxième, troisième année, même si j'obtiens ma maîtrise en nutrition. Moi, j'ai trouvé ça un peu... Donc, c'est un problème sérieux, c'est un problème réel et ça continue d'exister. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des projets qui ont été déjà portés au niveau des institutions pour faire part de cette situation? Bonne question. Et ces problèmes ont déjà été portés. Je n'ai pas de statistiques réelles, je n'ai pas de résultats concrets sur la main, mais j'ai fait un travail universitaire dessus et j'ai vu que d'année en année, on en parle, on tient des réunions stratégiques au niveau du ministère de l'Immigration fédérale, au niveau de l'immigration, ministère de l'Immigration du Québec, au niveau des différentes centrales syndicales, au niveau des différentes organisations. Il y a des réunions stratégiques qui se tiennent à un haut niveau, où on pose ce problème. Mais d'année en année, le problème persiste. Est-ce que c'est un manque de volonté politique ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment poussé le bouchon pour faire comprendre aux gens que si on admet des immigrants avec, sur la base de leur diplôme, que ces acquis soient reconnus une fois qu'ils arrivent sur le terrain? Je pense qu'il y a un gros combat à faire et je pense que certaines organisations, je ne veux pas pointer le doigt accusateur sur telle ou telle organisation, certaines structures, certains ordres professionnels restent extrêmement rigides, très fermés et ont des critères d'admission pour y accéder et parfois, malgré la volonté gouvernementale, malgré les pressions, malgré les groupes de pression qui se créent, ça reste une question que c'est à prendre ou à laisser. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille, que personnellement, je suis comme une goutte d'eau dans la mer. Je ne peux pas prétendre à moi seul, et j'ai qu'un nom, pour changer ce problème. Mais avec, ça fait maintenant près de 10 ans que je porte ce combat, que je parle, que j'en parle, que j'en parle. Et je vous dis en primeur, je travaille présentement à titre personnel sur un projet et j'aurai l'occasion de vous en parler. J'espère que vous me donnerez l'occasion d'en parler le moment venu. Non, l'antenne c'est un problème, c'est pour nous tous, là. C'est pour nous tous. Oui. Je travaille présentement sur un important projet et j'aurai l'occasion de vous en parler. Pour le moment, je suis à la phase de conception, de rédaction et j'aurai l'occasion de vous en parler, toujours concernant ce problème de travail, d'intégration, de discrimination et de harcèlement. C'est un important projet que je suis en train de mettre sur pied. Et je crois que l'impact de cette situation, de ce projet, va se faire sentir de façon très directe sur la santé mentale des immigrants, qui est devenue aujourd'hui mon cheval de bataille. Wow! Donc, félicitations! Pour le reste, merci. Merci. Ne dites pas que vous êtes un bout de sable dans la mer. Hein? Non, non, ne dites pas ça. Vous connaissez la notion du combat. Chacun apporte son peu pour qu'on puisse bousculer les affaires. Donc, vraiment, nous apprécions énormément ce que vous faites. Et sans vous mentir, ça ne fait pas très longtemps que je connais que vous êtes psychologue en passant. Vous-même, là, vous vous cachez où? On ne vous voit pas. C'est vrai qu'il y a le papa qui est décédé tout récemment. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la communauté. Parce que ce serait important aussi que d'aller chercher loin. Moi, je viens chez toi me consulter. Parce que, tu comprends, il y a aussi ce sentiment d'appartenance-là. Hein? Il serait important qu'on puisse quand même savoir quels sont les psychologues de la communauté. C'est bien.
Donc, vraiment, félicitations. C'est vrai que nous étions 3 psychologues. Malheureusement, notre aîné et mon confrère, Dr Mbékou, est décédé dernièrement, paix à son âme. Et nous sommes 2 à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Nous restons 2. Et je travaille beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, pris dans les péripéties de la vie quotidienne, d'être dans les plateaux peut-être de télévision ou bien d'envahir les réseaux sociaux. Et vous savez que ce que nous faisons est régi par un ordre professionnel. Donc, tout ce que nous disons doit être pesé et sous-pesé. Sinon, ça peut se retourner contre nous si jamais on fait des promesses fallacieuses et on tient des propos qui vont contre l'éthique et la déontologie. Ceci dit, oui, c'est un combat, oui, on le mène, oui, on travaille pour les immigrants, oui, on veut que les gens, qu'ils arrivent ici, ils s'épanouissent, qu'ils aient une bonne santé mentale et qu'ils puissent réussir leur projet d'immigration tel qu'on leur a expliqué lorsqu'ils constituaient le dossier. C'est ça. Donc, c'est ce combat et on est dedans, on y travaille et on se met à la disposition de nos compatriotes, de nos frères qui auraient besoin, qui désireraient consulter un psychologue. Ils pourront me contacter. Ça me fera plaisir de les accompagner dans leur processus. Oh, merci beaucoup, Tonton Sylvestre, de nous avoir accordé vraiment cette interview. Ça fait depuis longtemps qu'on veut séduire un rendez-vous avec votre calendrier très serré. Vous avez quand même pu nous trouver un petit espace dimanche. Nous vous remercions et nous pensons que, chers auditeurs, il vous a quand même, le psychologue Sylvestre vous a quand même élucidé un peu en gros. Et moi, j'ai retenu 2 grosses choses pour ce problème de santé mentale des immigrants. D'abord, briser la barrière, démystifier cette maladie, qu'on ne peut pas toujours consulter parce qu'on est malade, qu'on ne pense pas que c'est parce que non, juste avoir une écoute active à toutes les situations que nous traversons, ça peut nous éviter beaucoup de choses. Parce que quand ça commence, personne ne vous écoute, vous vous enfoncez davantage. Ça ne veut pas dire que vous êtes gravement malade, non, mais c'est important. Et il a parlé aussi au niveau institutionnel. Ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille des sourds, hein, parce que nous rencontrons aussi les élus de notre communauté, de notre circonscription. On devra leur parler de ça aussi. Hein? Moi, j'ai apprécié beaucoup ça. Donc, vraiment, nous vous disons comme ça, gros merci. Et un dernier mot pour l'émission Actualité Hebdo. Merci, je vous encourage de continuer de trouver des bons intervenants pour répondre à vos questions, donner la parole aux membres de notre communauté ou à toute autre personne qui peut apporter une contribution significative. Évitons la dérive pathologique que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on s'insulte par médias interposés ou alors où on utilise cet outil pour dépraver la société. Je vous encourage beaucoup et je souhaite longue vie à votre initiative et surtout rester solidaires et unis. Merci beaucoup, tonton Sylvestre. On va se dire à la prochaine. Donc, chers auditeurs, vous avez vu, nous avons reçu comme ça le psychologue Sylvestre. Donc, vous avez suivi. Le professionnel est venu vous parler des problèmes de santé mentale des immigrants. Ce que j'ai pour éviter, pour garantir la santé mentale de l'immigrant, du côté de l'immigrant, il faut briser le mythe, casser la glace, aller consulter. Tu perds ton travail, tu cherches le travail, tu ne trouves pas, tu es stressé, tu ne peux même pas payer tes factures. Va au CLSC, que je vais rencontrer un psychologue. Va voir ton médecin de famille, tu dis que tu ne te sens pas bien, tu veux rencontrer un psychologue. C'est pour ça qu'il dit qu'il travaille pour ça depuis très longtemps. Parce que chez nous, quand tu consultes le psychologue, tu es déjà fou. C'est la folie qui veut déjà t'attraper. Et il vous a expliqué, il y a beaucoup de formes de maladies mentales. J'ai une amie proche à moi qui me dit que même autour de nous, comme ça, il y a plein de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Tu arrives chez quelqu'un comme ça, il a entassé les choses, ça a pris le toit. Tu ne peux pas bouger une chose, il va crier, tout ça. C'est des problèmes. Quelque chose ne va pas.
dans cet environnement-là, il pense qu'il est bien, mais tu sais que quelqu'un normal ne peut pas entasser plein